Donc, bienvenue à tous pour cette conférence dont l'intitulé est Covid et écologie, quel lien entre santé et biodiversité. Donc, c'est une conférence qui est organisée par les Altercato, qui animent un café culturel associatif à Lyon. Donc, on organise des ateliers, des conférences tout au long de l'année sur divers sujets. En partie, certains sont liés à l'écologie de plus en plus. Donc, normalement, on organise ces conférences au sein du café, mais les contraintes sanitaires actuelles font que le programme a été un peu chamboulé. Et aussi parce que notre intervenant, Serge Morand, bienvenue, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, c'est un vrai plaisir. Merci. Donc, Serge Morin est basé en Thaïlande, donc c'était aussi une contrainte, d'où l'organisation de cette conférence sur le temps, midi 13h30 et sur Zoom. Voilà, donc on va pouvoir démarrer. Marie-Hélène, je vais te laisser introduire le sujet Covid et écologie. Pourquoi ce sujet maintenant ? Oui, alors c'est vrai que pendant la crise sanitaire, je pense qu'on s'est tous posé des questions à un moment sur ce qui était en train de se passer et puis sur comment est-ce qu'on arrive à une situation pareille, un peu folle, avec tout le monde confiné à l'échelle mondiale, une pandémie, d'où elle vient. Et puis, il y a plusieurs causes qui ont été rapidement évoquées à différents stades. On a parlé de potentiellement un virus échappé d'un laboratoire à Wuhan, on a parlé du marché des animaux sauvages, on a parlé pas mal du pangolin, ça a jeté la lumière sur cet animal, on s'est dit le pangolin est responsable de ce qui nous arrive, il a transmis une maladie à l'homme. Et puis finalement, on est beaucoup passé sur le vécu aussi de la crise sanitaire et les conséquences, et peut-être qu'on ne s'est pas assez attardé sur ces causes-là pour vraiment essayer de démêler et de comprendre. Et la question de l'écologie a été aussi beaucoup mise en avant en disant donc cette crise sanitaire nous prouve que nos relations à la nature et notre approche écologique est problématique. Mais parfois un peu, on disait ça en surface. Et en fait, on n'allait pas assez au fond des choses, de se dire vraiment en quoi c'est quoi les liens réels entre crise écologique et crise sanitaire, et c'est quoi vraiment est-ce qu'aujourd'hui on peut tirer des leçons en termes d'écologie de cette crise sanitaire, comment est-ce qu'il y a aussi à comprendre cette affaire de relation avec le vivant et de comment se transmettent ces virus aujourd'hui, est-ce qu'on va vers leur expansion. L'autre point à amener, c'est qu'à côté de ça, sur santé et climat, on en parle quand même de manière assez croissante, et aussi avec le danger de potentiels virus qui sont enfermés dans le permafrost qui est en train de fondre en Sibérie. Donc on entend parler de donc ces couches de sol gelé en Sibérie qui, en fondant avec le réchauffement climatique, pourraient libérer demain des virus. Donc la question de la santé aujourd'hui autour du dérèglement climatique est de plus en plus présente de manière générale. Donc là, c'était l'occasion à la fois de se dire, faut quand même qu'on se penche sérieusement sur ces causes et sur cette affaire de pangolin pour vraiment comprendre, et puis pour poser ces liens aujourd'hui entre santé et écologie. Voilà, et je donne la parole à Jeanne pour présenter notre intervenant. Donc, notre intervenant, Serge Morand, pour nous parler de la crise sanitaire et de ses liens avec la crise écologique. Donc, Serge Morand, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes chercheur au CNRS et au CIRAD. Vous êtes écologue de la santé, basé en Thaïlande, et vous étudiez les liens entre biodiversité, santé et société en Asie du Sud-Est. Voilà. Donc, j'ai une première question pour vous, pour démarrer la discussion. Et puis, comme l'a dit Marie-Hélène, les participants peuvent poser leurs questions dans le chat. Donc, pour bien comprendre les origines de la crise sanitaire actuelle, donc on a entendu parler d'une transmission du coronavirus à l'homme par le pangolin, qui a rapidement été évoqué comme l'origine de la pandémie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un coronavirus, comment se passe la transmission concrètement, et où en est-on aujourd'hui pour expliquer cette crise sanitaire entre l'explication de la fuite du laboratoire de Wuhan et le marché aux animaux sauvages de Wuhan? Où en est-on? Très bien. Merci beaucoup et encore merci pour l'invitation. C'est un vrai plaisir. Et surtout que ça fait quand même pas mal d'années que je travaille sur
je pose des questions justement sur les liens entre biodiversité et santé. Donc avant, je travaillais sur pourquoi il y a tant de parasites dans la nature, quoi, et quels sont finalement les rôles de ces parasites en termes d'écologie, puis en termes de réponse des hôtes, en termes de diversification des hôtes. Et c'est petit à petit que finalement, je me suis intéressé plus aux humains et aux maladies émergentes, à la santé des humains. Avant, j'avoue que c'est vrai que j'étais intéressé uniquement par la biologie, la conservation, et que je ne voyais pas le lien forcément entre nous, la biodiversité et notre santé. Et puis, c'est peut-être, pour vous donner un peu le contexte, vraiment 2008, où j'ai lu un papier qui a fait beaucoup de bruit à l'époque et continué, c'est sur ces nouvelles maladies émergentes. C'est-à-dire, il y a un groupe américain qui ont travaillé, qui ont refait en fait qu'est-ce qui avait émergé depuis, donc en 2008, depuis les années 1950 jusqu'à 2008, et ils montraient qu'il y avait une augmentation du nombre de nouvelles maladies émergentes. Donc, on les avait à l'époque, le virus du sida notamment, il y avait la grippe aviaire, il y avait le SARS qui était déjà sorti. Et donc, ils essayaient de comprendre, ils mettaient qu'il y avait finalement des liens avec pas mal de causes. Ça peut être des effets de changement climatique ou des dérèglements climatiques. Il peut y avoir des liens avec les changements d'habitat, il peut y avoir des liens avec la guerre aussi, avec les conflits, comme les émergences des hantavirus en Corée. Et puis, il y a un second papier qui est sorti en 2011 par Schipper et qui, lui, s'est intéressé, un des premiers papiers, à non seulement cartographier la biodiversité animale et végétale, enfin surtout animale, sur le monde entier, mais à cartographier là où il y avait des pertes de biodiversité. Et les pertes de biodiversité, il y avait un seul point chaud de perte de biodiversité, c'était l'Asie du Sud-Est et la Chine du Sud. Et c'était aussi une terre où beaucoup de maladies infectieuses émergentes nouvelles étaient apparues. Donc là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à aller voir. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser, à développer des projets en Asie du Sud-Est, comprendre finalement, et c'est un peu le cas actuel de la Covid-19, comprendre comment un virus qui circule tranquillement dans la faune sauvage peut arriver finalement à se transmettre à des humains, c'est déjà une première chose, puis finalement à faire des cycles, des transmissions entre les humains, et puis dans le cas de la Covid-19, se retrouver sur la planète. Il faut imaginer qu'en octobre, novembre, il y avait donc un virus qui était dans une chauve-souris quelque part en Asie, qui faisait ses cycles tranquillement, qui infectait des chauves-souris, sans que d'ailleurs que ces chauves-souris soient forcément très malades avec ce type de virus. Et puis, quelques mois après, comme vous l'avez dit, ce virus se retrouve dans toutes les populations humaines sur toute la planète. C'est totalement incroyable, quoi. C'est pas normal, quoi, ce genre de choses, quoi. Ça s'est jamais vu, à la fois, surtout dans le terme de cette rapidité. On a eu déjà des pandémies, mais la vitesse de cette pandémie est forte. Et là, oui, vous avez exactement posé les bonnes questions, quoi. C'est ce qui se passe d'abord, finalement, quand on fait de la recherche, c'est le côté biologique très fort, c'est-à-dire, c'est quoi ce virus? Donc, c'est un coronavirus, c'est un groupe particulier de virus, et c'est tout ce qu'on appelle la biologie, la virologie. Donc, on essaye de comprendre, caractériser ce virus. Alors, les coronavirus sont très diversifiés, on les trouve finalement sur tous les animaux à sang chaud pratiquement, c'est-à-dire les oiseaux et les humains, on en a aussi, et tous les mammifères, quoi. Donc, ce groupe de coronavirus pouvait d'ailleurs avoir des gros problèmes en élevage. C'est-à-dire que dans les élevages de poulets, par exemple, ça pouvait créer, alors souvent, d'ailleurs, ils sont plutôt dans le tube digestif pour les poulets, donc ils étaient capables finalement aussi de créer de gros problèmes, des mortalités. Donc, finalement, il a fallu développer des vaccins, tout ça, et on est arrivé finalement à régler un peu le problème des coronavirus en élevage. Mais on s'est aperçu qu'il y a des nouveaux coronavirus qui émergent, y compris chez le cochon d'ailleurs. Donc, et certains qui sont en fait issus des chauves-souris. Et là, c'est devenu quelque chose d'un peu nouveau, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce qui est nouveau à l'heure actuelle et depuis quelques dizaines d'années, c'est que les chauves-souris, on s'aperçoit qu'ils sont très riches en virus, une grande diversité de virus, et que ces virus sont capables finalement de passer des chauves-souris à d'autres animaux.
Et là, on a pas mal d'exemples maintenant, et alors surtout pour les coronavirus, qui ont pu directement infecter des cochons. Et donc, ils circulent après que sur des cochons, et donc ils sont totalement indemnisés sur des cochons. Il y en a un qui est sorti, on n'en a pas beaucoup parlé, mais en 2018, on a un coronavirus en Chine qui a émergé, des chauves-souris pour passer chez le cochon, et maintenant, il circule et on a des épidémies sur le cochon. Alors, par chance, il n'est pas passé sur l'humain. Mais on avait quand même une alerte quand même déjà sur ça. On a eu l'exemple du SARS-CoV, donc le premier, 2002. Pareil, il y a cette nouvelle maladie qui a fait très peur, donc qui est en Chine, qui passe aussi après, donc qui est arrivée donc sur plusieurs pays, notamment à Hong Kong, avec très très mortel, puisque le taux de mortalité était vraiment très élevé. Donc ça aussi c'est important parce que c'est aussi la différence avec la Covid actuelle. Quand un virus donc, crée une maladie mais qui est avec une forte létalité, ça alerte rapidement. Donc finalement, les systèmes d'alerte se mettent tout de suite en place, les hôpitaux réagissent tout de suite, quoi. Un des soucis qui est arrivé finalement avec le nouveau Covid, ce qui est émergé, qui est évalué, c'est que sa mortalité n'est pas très élevée. Il y a beaucoup de porteurs qui sont finalement relativement sains. Donc, il ressemble à d'autres maladies pulmonaires, du respiratoire et de viral pylmonaire. On a aussi d'autres coronavirus qui nous créent régulièrement ces problèmes pulmonaires, donc qui sont totalement chez les humains. Donc, il faut reconnaître qu'il est passé un peu sous le radar. Donc, certainement que pour la Chine, on leur reproche de réagir tardivement. Je crois qu'on est un petit peu, on est un peu dur avec eux. Et oui, ils ont perdu quelques semaines, surtout à partir du moment où il a commencé à avoir beaucoup de cas. Mais les premières semaines, c'était un peu normal parce que la mortalité n'était pas si élevée que ça. Mais là, finalement, c'était le côté humain, c'est finalement quel est le lien avec le premier humain, les premières chaînes de transmission. Et quand on a commencé à séquencer cette biologie, on a commencé à faire ce virus, et le virus, c'est la chauve-souris. Alors là, on a d'autres choses qu'on fait, c'est que c'est la virologie qui nous l'enseigne, toute l'analyse en fait du code de ces virus, toute l'analyse de leur transmission, de leur capacité à infecter des cellules. Donc, on s'aperçoit que tous les virus, ils ont besoin d'avoir finalement des gènes qui codent pour des clés qui vont permettre finalement de rentrer dans les cellules des autres cellules. Parce que les virus, ce sont des parasites d'abord de cellules bactériennes ou de cellules d'animaux ou de cellules de plantes. Donc, ils ont besoin finalement d'avoir ce code pour rentrer. Et si certains virus finalement ont déjà le code pour rentrer chez des cellules humaines, les coronavirus de chauve-souris ne les ont pas. Donc finalement, il faut qu'ils aient cette portion, en fait, il faut qu'ils aient finalement une partie de leur génome qui leur permet de pouvoir en fait, faire une protéine qui va leur permettre finalement de pouvoir infecter une cellule humaine. Et ça, ils peuvent l'acquérir finalement d'une manière relativement simple, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils puissent aller sur un autre animal, où là, ils peuvent infecter des cellules. Donc là, finalement, ils ont quand même le matériel, Mais sur ces animaux, il y a finalement d'autres coronavirus qui circulent. Ils vont pouvoir échanger du matériel génétique et acquérir finalement ces propriétés pour permettre de pouvoir après passer sur des humains. Donc là, on voit finalement qu'on a des cas où ça ne passe pas chez les humains. Par exemple, on a ce qu'on appelle donc cet autre réservoir, c'est la chauve-souris. On a eu en 2018 cette émergence, il passe sur le cochon, et puis finalement, il reste sur le cochon. Chez le cochon, il ne peut pas acquérir les déterminants, finalement, ces propriétés du génome permettant de passer les humains. Il circulera pour l'instant toujours chez les humains. Et puis, il y a eu le SARS-CoV, le premier. Et lui, en fait, il a acquis ses déterminants. Maintenant, on est pratiquement sûr. C'est une civette. On l'a déterminé comment? Parce que finalement, on a été tester des civettes dans des marchés à Canton, juste après, et on a retrouvé finalement le virus pratiquement à l'identique du virus qui était chez les humains, à quelques variations près, qui finalement sont tout à fait aléatoires, des mutations qui nous l'ont prouvé. Mais, ça c'est important,
finalement, il n'y a eu aucune étude qui nous a permis de retourner sur la première transmission. C'est-à-dire, finalement, sur ce marché de Canton, la chauve-souris ne peut pas rencontrer le pangolin, la civette. Elles sont déjà séparées, ça s'est fait ailleurs, quoi. Et donc là où ça s'est fait, ben, on ne sait pas toujours. Donc finalement, on ne sait pas finalement comment une civette et une chauve-souris ont pu se rencontrer et pour finalement qu'un virus puisse passer de l'un à l'autre. Dans quelles conditions écologiques? Donc ça, c'est moi ce qui m'intéresse plus, c'est ce que j'appelle la social écologie. Parce que si on fait ça, si on s'intéresse à ça, finalement, on s'intéresse à l'écologie de la civette, on s'intéresse à l'écologie de la chauve-souris, on essaie de voir est-ce qu'ils vivent dans les mêmes endroits, comment se fait, est-ce qu'il y a eu des aléas climatiques qui les mettent ensemble, ou finalement, est-ce qu'il y a l'activité humaine qui peuvent avoir modifié les habitats, qui peuvent avoir récupéré des civets dans le milieu extérieur et commencé à les élever. Donc, et là, oui, on regarde, il y a eu plein d'élevages de civettes qui se sont mis en place en Chine, d'ailleurs pas qu'en Chine, aussi en Vietnam, aussi en Indonésie. Alors en Indonésie, c'est pour faire le café civette, qu'on leur fait manger des cerises de café, quoi, pour pouvoir soi-disant donner du goût à la graine de café, parce qu'on le vend surtout plus cher pour des personnes. Donc finalement, on a cette chose-là qu'on ne sait toujours pas. On a eu le deuxième exemple qui était après, qui était le MERS coronavirus, quoi. C'est un autre virus qui a émergé un peu plus tardivement, en 2005, si je me rappelle bien, donc qui a émergé donc, au Moyen-Orient. Toujours l'origine sur une chauve-souris, mais finalement, l'hôte intermédiaire qui a permis le passage vers les humains, c'est un dromadaire. Et là, on ne sait toujours pas comment ça s'est passé non plus, quoi. Mais bon, on peut imaginer finalement que le dromadaire en dessous, voilà, il peut être plus en contact, quoi. Finalement, on a très peu, on n'a pas d'études finalement de cette écologie. Donc c'est pour ça après que finalement on n'a pas cette étude, ce qui nous pose toujours des problèmes et qui commence quand on a un nouveau coronavirus qui sort comme le SARS-CoV-2, donc qui fait la COVID-19, on commence à élaborer des hypothèses. Et on commence à chercher. Donc, alors, on peut avoir des hypothèses qui vont être un peu plus, je dirais, sur la théorie un peu qui peuvent aller vers la théorie du complot, c'est de dire, oui, mais regardons pourquoi Wuhan, quoi. Wuhan, il y a deux choses qui étaient importantes. C'est vrai qu'il y a un laboratoire P4 qui a été construit par les Français, mais d'ailleurs très rapidement, quand il a été fini d'être construit, les Français ont été éliminés. Il n'y a plus que les Américains qui ont travaillé avec eux. Donc, sur deux types de projets. Des projets qui concernaient effectivement la recherche de coronavirus. Et là, donc, on avait une chercheuse très connue, Zheng Liqi, qui a fait d'ailleurs sa thèse à Montpellier, qui travaillait sur la recherche de ces coronavirus de chauve-souris, qui a retrouvé d'ailleurs le plus proche du SARS-CoV, premier, et puis finalement qui nous a dit qu'il a trouvé le plus proche aussi du nouveau qui était sorti. Mais elle nous l'a dit après que finalement, elle avait trouvé soi-disant en 2013, mais elle nous l'a dit simplement en 2020 qu'elle avait déjà trouvé ce virus, quoi. Donc évidemment, on se pose la question, mais est-ce que ce virus n'était déjà pas présent dans le laboratoire? Est-ce qu'il peut y avoir des fuites, des choses comme ça, quoi? Mais sachant que ça ne peut pas être le virus de chauve-souris tout de suite, parce que le virus de chauve-souris, il n'est pas bon. Il ne peut pas infecter directement un humain. Donc, où il infecte un humain, mais ça ne pourra pas faire un cycle de transmission. Donc là, mais on peut se dire, oui, mais il a pu infecter un humain, et puis il a infecté des animaux de laboratoire, et puis finalement, il y a une mauvaise gestion des animaux de laboratoire, et puis que les animaux de laboratoire ont été vendus à l'extérieur. Alors, il faut savoir qu'effectivement, les Chinois ont beaucoup travaillé sur la protection, sur ce qu'on appelle la biosécurité de ces laboratoires P4, mais ils avaient déjà alerté en 2018-2019, que finalement les règles n'étaient pas encore tout à fait au top sur leur biosécurité, donc ils y travaillaient encore. Donc, mais de toute façon, là, ça restait quand même un problème, puisque finalement, ça ne donnait pas encore ça ne donne pas de toute façon. Alors, le deuxième théorie qui était derrière, c'est oui, mais de toute façon, et c'est vrai, ces Chinois comme Zheng Liqi travaillaient sur ce qu'on appelle le gain de fonction. Le gain de fonction, c'est des techniques qui ont été développées, notamment après les émergences de la grippe aviaire, d'autres virus d'ailleurs, aussi de bactéries comme l'anthrax, comme le MERS coronavirus. C'est finalement de travailler directement sur ces virus au laboratoire, alors dans des laboratoires de haut confinement, des P4, très forts, et de manipuler ces virus pour les rendre plus virulents,
plus pathogène. Alors, soi-disant, pour finalement mieux comprendre, pour se préparer, quoi. Donc, finalement, mais ça sert à quoi de se préparer finalement, de préparer des choses qu'il n'y a pas besoin de préparer, puisque finalement, on se met en danger, réellement, quoi. C'est-à-dire, on crée des choses au laboratoire que s'ils s'échappent, on peut avoir des soucis. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que le président Obama avait fermé ces études-là, quoi. Ces études-là, il avait arrêté, il avait mis un moratoire sur ces approches-là. Et ce moratoire a été levé par qui? Par Donald Trump, qui a finalement réautorisé les aspects de gain de fonction. Et juste au même moment, il y a eu un accident de fuite dans un laboratoire de l'armée américaine, un P4, hein, qui travaillait sur ce genre de choses. Donc le CDC est obligé de le fermer, quoi. Et donc il a été rouvert qu'en 2019 d'ailleurs. Donc c'est pour ça que d'un seul coup, si les Chinois ont accusé, ben oui, mais regardez, hein, il n'est pas de chez nous, quoi. Si vous dites que c'est un laboratoire, c'est un truc gain de fonction, nous on fait pas ça à Wuhan, mais par contre, vous le faites aux États-Unis. Donc là, on est rentré complètement dans une théorie du complot, qui en même temps, là aussi, qui manque aussi un peu de transparence, c'est que finalement, après, on nous a dit tout de suite que c'était, enfin les Chinois nous ont dit tout de suite que c'est à cause de Wuhan, le wet market. Ben oui, mais sauf qu'on ne connaît pas les animaux qui étaient vendus sur ce marché. On ne sait pas lesquels, on ne sait pas, d'ailleurs ils ont dit qu'après tout a été détruit, mais finalement il doit y avoir quand même des papiers d'où ça vient, tout ce que c'est, si les animaux ont été testés, que ce que ça a été fait, quoi. Finalement ça on n'a pas. Donc et très rapidement d'ailleurs, Zheng Liqi, cette super chercheuse, quoi, de virus, les gens nommaient Batwoman, les Chinois, quoi, très rapidement. Et les premiers, c'était les Chinois à l'attaquer sur les réseaux sociaux, à la menacer de mort, hein. Dès janvier, quoi. Ils l'appelaient The Lady of Evil. Donc vraiment, ça a été très très dur. Et elle est interdite de parler, quoi. Elle ne peut plus communiquer, même plus publier pour l'instant, quoi. Donc ça, c'est un peu le contexte où finalement, on n'est pas prêt de savoir où est sorti ça. Et effectivement, on ne sait pas quel autre intermédiaire. Donc, c'est là que d'un seul coup est arrivé le pangolin, quoi, parce que certains ont commencé à regarder des pangolins. Donc, il y a eu 2 études qui donnent un peu des arguments, effectivement, pour dire qu'ils ont retrouvé des virus qui sont vraiment très, très proches du virus, hein, de la COVID-19, quoi. Alors, évidemment, c'est rentré tout de suite dans la théorie du complot en disant finalement, c'est encore des Américains qui bossent avec des Chinois, quoi. Enfin, voilà, c'était encore… Là, finalement, à cause de ce manque de transparence, on est un peu finalement dans le flou. Les virologues ne sont pas tous finalement convaincus par le pangolin. J'ai des collègues très bons virologues qui restent toujours penser que c'est finalement une civette ou c'est un autre carnivore. D'ailleurs, parce que finalement, on sait que le virus infecte relativement facilement tous les autres carnivores. On a eu des exemples, hein, de chiens, de chats, les élevages de visons, hein, qui finalement on a eu des abattages assez monstrueux de visons en Hollande, c'est Hollande, c'est au Danemark, sur des élevages de visons infectés, hein, par des gens, des éleveurs, hein, qui ont redonné ça. Et plus finalement aussi aux zoos du Bronx, où finalement on a eu des lions qui ont été aussi infectés, quoi. Donc, je dirais que malheureusement, pour l'instant, on est un peu dans le flou. Et j'ai même des collègues virologues qui, sur la base des analyses vraiment virologiques, ne peuvent pas finalement dire que ce soit absolument sûr que finalement ce virus n'ait pas été manipulé, quoi. Donc, maintenant, finalement, les techniques sont tellement bonnes que c'est très, très difficile on n'a pas un tag qui est, disons, made in Wuhan P4, hein, c'est un P4, hein, ça, c'est pas, ça, on n'a pas ça encore, il n'y a pas, il y a pas le tag sur le génome. Donc, voilà, c'est malheureux à dire qu'on est un peu dans le flou et je trouve que ça aussi, c'est quelque chose qu'on pourra discuter, mais qui est un peu terrible d'un point de vue de cette COVID-19, c'est que finalement, on a une perte de confiance entre les différents gouvernements. Il y a eu des gros travaux, des collaborations fortes entre les chercheurs du monde entier, quoi, depuis pas mal d'années, et notamment avec nos collègues chinois, quoi, qui sont quand même un peu remis à mal, qui sont mis très à mal en ce moment avec cette crise. Donc, finalement, c'est aussi toute une coopération scientifique, en plus de la coopération sur la santé, en plus sur la coopération internationale qui est quand même mise un peu en danger avec la gestion dramatique de cette crise sanitaire.
Très bien. Merci beaucoup pour cette réponse exhaustive à la première question. N'hésitez pas, pour tous les participants, à poser vos questions dans le chat qui est sur la droite. Et Marie-Hélène prendra vos questions. Et s'il n'y a pas de questions, on peut passer à la deuxième partie, deuxième question d'Alban. Bonjour à tous. Donc, après avoir abordé le lien entre écologie et coronavirus, on peut plonger maintenant au cœur du sujet d'actualité, donc qui porte sur les zoonoses. Et donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'une zoonose, puisqu'on entend parler de ce mot. Pendant le confinement aussi, il y a la peste qui a beaucoup été reprise. On parle aussi d'une augmentation de la maladie de Lyme due au fait de l'augmentation du nombre de tiques qui seraient infectés. Donc voilà, tous ces termes de zoonose rentrent de plus en plus dans le langage courant. Est-ce qu'on doit s'attendre à une explosion du nombre de zoonoses aujourd'hui du fait des bouleversements écologiques et qu'est-ce qui concrètement encourage l'émergence et la propagation de ces zoonoses? Aussi, c'est des questions très intéressantes, très vastes en même temps. Donc, on va essayer c'est simple en fait. Hein, finalement, une zoonose, c'est quoi? C'est le partage d'un agent infectieux entre les humains, animaux humains en fait, hein, et les autres animaux. Donc, c'est cette circulation finalement. Donc, généralement, on dit que quand un agent infectieux tourne uniquement chez les humains, on appelle ça une anthroponose. Donc, voilà, pour humain, quoi. Et puis, quand c'est uniquement sur l'animal, c'est une entozoose, je crois. Et puis, sinon, voilà, on a une zoonose, quoi. Alors, si on regarde quand on regarde en fait la liste de tous les agents pathogènes qui sont responsables d'autant, des fois encore plus de maladies infectieuses différentes, ou des fois les mêmes, quoi. Cette liste d'agents infectieux, hein, qui sont aussi bien virus, bactéries, protistes, vers, donc est absolument considérable. Hein. Sur mes bases de données, que j'ai à peu près 1500 différents agents infectieux, quoi, qui ont été répertoriés chez les humains. Alors évidemment, premièrement, on ne les a pas tous, heureusement, en même temps. Deuxièmement, ils peuvent être rares dans la population. Par contre, ceux, des fois, sont beaucoup plus abondants. Donc ça, finalement, ça montre que l'animal humain, c'est une des espèces, finalement, la plus infectée, la plus sujette, finalement, aux infections, celle qui a le plus. Alors, c'est logique, hein, puisqu'on a colonisé, finalement, tous les pans de la planète. Et on est des carnivores en même temps, des herbivores, on vit sur tous les types de milieux, quoi. Donc, c'est un peu un trait caractéristique de cette accumulation, quoi. Après, quand on regarde finalement ces agents infectieux, d'où ils viennent? Alors, il y en a certains qui sont finalement propres à nous-mêmes en tant qu'êtres humains. Et souvent, dans ce cas-là, il faut regarder dans l'évolution humaine. Par exemple, on a des virus, les herpès virus, par exemple. Les herpès virus, ils sont vraiment humains, on en a deux, quoi. Et ces herpès, quoi, ils sont reliés finalement à l'histoire évolutive des humains. Si on regarde, ils sont très proches finalement des virus qu'on retrouve, des herpès qu'on retrouve chez d'autres primates non humains, mais ce n'est pas eux qui nous les ont donnés. C'est finalement au cours de l'évolution, au cours de la spéciation et puis au cours de l'émergence du rameau Homo et puis après de cet Homo sapiens, quoi, que finalement ces virus nous ont suivis, nous ont accompagnés, quoi. Donc c'est un peu nos propres, c'est à nous ça. Et on en a plusieurs qui sont vraiment à nous, quoi. C'est-à-dire qu'on ne partage pas avec les autres animaux. Mais cette proximité, finalement, là on l'a vu un peu, cette proximité évolutive, hein, phylogénétique de l'histoire, finalement, avec les primates, va nous expliquer qu'on peut partager d'autres maladies infectieuses avec les primates non humains. Et alors, comment on a pu les partager? Finalement, parce que des fois, il y a des vecteurs. On parlait de la maladie de Lyme, c'est la tique, mais on a les moustiques qui sont des très bons vecteurs, hein, pour pas mal d'agents de maladies infectieuses. Et là, oui, on a des moustiques, et notamment du groupe des Aedes, qui nous ont donné quoi? Premier, le plus important, qui nous a fait beaucoup de dégâts dans l'histoire, c'est la fièvre jaune. La fièvre jaune, c'est dû à un virus. Ce virus, il est issu des primates. Il a des primates non humains. Et puis finalement, il est passé sur les primates humains relativement récemment.
dans l'histoire évolutive humaine. C'est-à-dire on était déjà des Homo sapiens, quoi, et c'était en Afrique. On a eu la dengue après. La dengue est pareil, c'est issu aussi de primates non humains et elle a émergé encore plus récemment. Et on a eu des très récents, c'est-à-dire Zika, que vous avez entendu parler, chikungunya, donc même famille de virus, toujours des primates non humains africains, mais eux qui ont émergé dans les années 50, simplement, qu'on commence à circuler dans les populations africaines et commence à faire les transmissions, commence à s'adapter complètement aux humains et puis faire des épidémies à l'échelle mondiale. Et puis, il n'y a plus besoin de primates non humains. C'est devenu finalement, c'est plus des zoonoses. C'est-à-dire que c'est devenu vraiment des maladies humaines en tant que telles. Donc ça, c'est un... Et puis, les vraies zoonoses qu'on a vraiment attrapées, alors on a eu d'autres aussi que parasites, enfin d'autres bactéries, qu'on a d'autres réservoirs. C'est le sol. Le sol est vraiment important aussi en termes de pathogènes qu'on a pu avoir du sol, de l'environnement. Qu'on pense au choléra, par exemple, au virus du choléra, qui finalement en fait, est une bactérie environnementale, quoi, mais qu'on pense surtout au mycobacterium. Le mycobacterium de la tuberculose. Tuberculose, c'est une bactérie normalement qui vivait dans le sol. Le mycobacterium de l'Ulcer-burulmi, c'était pareil. Celui de la lèpre, c'est pareil. Ce sont des bactéries telluriques. La leptospirose, c'est tellurique. Donc finalement, on a aussi le compartiment sol qu'on oublie et qui continue toujours à nous donner des nouvelles maladies infectieuses. Donc ça, c'est vraiment purement non zoonotique. Mais les maladies zoonotiques qui ont été vraiment très importantes dans l'histoire de l'humanité, c'est la domestication. La domestication animale, c'était la révolution donc, du néolithique qui a été faite il y a à peu près 12 000 ans, d'abord dans le croissant fertile, et puis aussi indépendamment dans plusieurs endroits du monde, aussi bien en Chine, en Afrique, dans l'Asie du Sud-Est, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, indépendamment, et puis aussi dans les Amériques, indépendamment de plusieurs endroits, quoi. On a commencé à domestiquer des animaux. Et ces animaux, finalement, nous ont donné énormément de maladies infectieuses. La plupart de nos grosses maladies infectieuses, et les plus terribles, en fait, qui ont marqué fortement l'humanité, ce sont ces maladies qui étaient au départ des zoonoses et qui nous ont touchés. La plus importante qui a fait des ravages, c'est la rougeole. Alors, on a juste un papier qui nous a reprécisé l'origine de la rougeole. La rougeole, c'est un virus aussi. Ce qu'on appelle, c'est un morbillivirus. Ce virus, il est très proche d'un virus qui a fait aussi beaucoup de dégâts sur les troupeaux. C'est la peste africaine. C'est le virus des ruminants. Donc, il est très proche des ruminants. Comment on a acquis finalement ce virus de la rougeole? On l'a acquis quand on a fait la domestication des vaches. On a commencé à vivre avec des vaches. Donc, ces vaches, finalement, nous ont donné ce virus. Et ce virus a commencé à circuler entre vaches et humains, zoonose. Et puis, finalement, il a commencé à se mettre complètement chez les humains. Et puis, finalement, avec vraiment l'émergence des premières cités, des cités agraires, donc au 6e siècle avant Jésus-Christ, 8e siècle avant Jésus-Christ, donc ça vous parle vraiment, quoi. C'est finalement là que fait vraiment la rougeole qui émerge et qui fait les premières épidémies. Et ça a été quand même un fléau jusqu'à la vaccination quand même, jusqu'à ça devienne finalement d'abord complètement humain. C'est une maladie qui tuait, mais finalement après qui est devenue une maladie infantile. Alors, on en a d'autres qui sont issus des animaux, de la rubéole, la coqueluche, tout ça c'est issu aussi des animaux, quoi. Et qui sont la variole, qui est aussi, alors c'est plutôt des rongeurs, quoi. Donc finalement, on a toutes ces zoonoses qui sont importantes et qui sont toujours là. Les animaux nous donnent toujours, en fait, on est toujours en lien. Une qui fait toujours des ravages, c'est la rage. La rage, c'est un virus. L'autre qui est originel, c'est la chauve-souris, toujours. Mais quel est l'autre réservoir qui est important pour nous? C'est les chiens et chats, quoi. C'est-à-dire quand on regarde, et là ça nous fait permettre aussi de comprendre finalement nos reliens avec d'autres virus de chauve-souris, combien de personnes dans le monde meurent de la rage à cause d'une chauve-souris? On compte ça sur les doigts de la main. Il y a très très peu de gens. C'est y compris d'ailleurs chez les gens qui font en fait les chauves-souris, on les teste, ils n'ont pas été exposés au virus de la rage, ils n'ont pas été, ils se sont fait vacciner d'ailleurs, mais même à d'autres virus, ils sont très peu exposés à des virus, quoi. Et par contre, les chiens, c'est eux qui tuent encore, malheureusement, des tas de gens de par le monde, quoi. Donc, c'est le gros problème, finalement, pour éradiquer la rage. Et puis, finalement, très, très dernièrement, on a eu
ces zoonoses qui continuent à sortir maintenant plus de la faune sauvage, quoi. Et donc là, des choses qui n'étaient pas très courantes, finalement, commencent à apparaître avec les chauves-souris. Alors ça nous pose la question, finalement, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue écologique? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, l'écologie nous renseigne finalement sur l'humain en tant que force écologique. C'est-à-dire que l'humain, d'abord, était un primate, je dirais, comme les autres, mais un primate quand même qui est devenu particulier parce qu'il est devenu quand même de plus en plus carnivore. Là, c'était quand même vraiment le cas avec Néandertal, qui avait un régime pratiquement que de carnivore, quoi. C'est pour ça qu'il avait d'ailleurs un très gros cerveau, hein, parce qu'il pouvait en fait convertir beaucoup d'énergie issue de la viande à des protéines de viande cuites, hein, finalement. Ce qui fait que Homo sapiens, qui est composite, hein, puisque finalement c'est une mosaïque entre Néandertal, Denisovans et encore un autre Homo, on est une mosaïque génétique, hein, on est issu d'hybridation, quoi. Finalement, on n'a pas un cerveau, il est bien, mais ce n'est pas le cerveau de Néandertal, hein, finalement. Parce que pourquoi? Il a fallu d'ailleurs finalement on a dû diminuer notre régime carné, quoi, parce qu'on a commencé à faire diminuer énormément la faune sauvage, quoi. Donc, mais on a pris le relais avec cette faune domestique. Alors, cette faune domestique a commencé à créer finalement cette nouvelle environnement épidémiologique. On l'a discuté, les zoonoses. Mais elle a commencé aussi finalement à avoir un impact important d'un point de vue écologique aussi, jusqu'à maintenant, quoi. C'est-à-dire, et surtout, jusqu'aux années finalement 1950, 1940, où on a une grande accélération dans l'élevage. C'est-à-dire que l'Homo sapiens, notre humanité, qui finalement, jusqu'encore, je dirais au début du XXe siècle, avait encore une grosse partie de ses protéines végétales, s'est converti de plus en plus à un environnement alors carné, et plus, je dirais, en glycides, c'est-à-dire avec du pain, du riz, des choses comme ça, quoi. Mais finalement, la protéine végétale commence à disparaître dans nos nouvelles alimentations. On le redécouvre finalement, ces protéines végétales. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir nourrir les animaux domestiques avec de plus en plus de protéines végétales. Ça veut dire qu'il va falloir convertir de plus en plus d'habitats pour nourrir ces animaux domestiques. Ça, c'est un changement qui a été majeur et qui s'est accéléré de façon majeure à partir des années 50 et des années 60, quoi. Là, je reprenais des données, là, je vous les reprends parce que je les oublie chaque fois, que j'en ai sûr de ce que je dis, quoi. Mais rien que pour vous dire, quoi. En 1960, le nombre de poulets sur la Terre, hein, il était de 400 millions. En 2018, il atteint 5 milliards. Nous avons 5 milliards de poulets sur la planète, sans compter les poules pondeuses. Et on a en fait ces mêmes augmentations absolument phénoménales de cochons, notamment les cochons qui étaient aussi à 400 millions dans les années 1960 et maintenant ils sont à plus de 1,2 milliard. On a la même chose sur les chèvres, on a les mêmes choses sur les bovins, quoi. Donc finalement, on a une masse d'animaux domestiqués, enfin surtout pour la production, hein, qui est devenue forte, devenue importante. Et d'ailleurs, j'avais repris des données. La biomasse des vaches sur la planète est plus élevée que la biomasse des humains. Finalement, ce n'est pas une planète dominée par les humains, c'est une planète dominée par les vaches. Si on regarde aussi la quantité d'os de poulet qui sont en fait issus de tous ces poulets, de ces poules qui sont tués chaque année, ça veut dire que là, les archéologues du futur, quand ils vont faire les fouilles, ils trouveront plus que des os de poulet. Ce sera en fait, il n'y aura pas d'autres os d'oiseaux, quoi. Donc la masse des poulets, la quantité de poulets, c'est 6 fois la quantité de tous les autres oiseaux sur la planète, quoi. Donc là aussi, on voit bien qu'il se passe quelque chose, quoi. Et on se passe là-dedans aussi avec une transformation, c'est-à-dire que l'élevage traditionnel a complètement changé, quoi. L'élevage traditionnel, hein, donc moi je suis un papy boomer, hein, donc je suis des 30 glorieuses, hein, celle qui a tout détruit toute la planète, hein, qui a mis en place la destruction de la planète. Donc à l'époque, encore au tout début, les vaches étaient relativement en liberté dans les champs, les poulets aussi pareil dans la basse-cour. Maintenant, les animaux ont perdu leur mobilité.
les animaux sont confinés. C'est-à-dire, ils sont mis d'ailleurs dans des élevages concentrationnaires qui peuvent atteindre pour des poulets des centaines de milliers. Il y avait même des projections pour faire des élevages de volailles de 2 millions d'individus en Angleterre. Donc, on avait entendu parler aussi de ces vaches, de ces fermes à 1000 vaches, par exemple. Mais il y en a qui sont beaucoup plus importantes déjà aux États-Unis. Mais à la même moment, ces animaux ont perdu leur mobilité individuelle, mais on les balade sur la terre entière. C'est-à-dire que finalement, on va produire du poussin en France, qui vont partir être exportés en Chine pour pouvoir en fait être transformés en poulet, qui après vont partir sur toute la Chine, voire qui vont être réexportés. Où on va faire, le poulet va finalement être exporté au Moyen-Orient. Donc voilà, en même temps, les animaux sont mis en circulation globale sur la planète. Et cette augmentation des animaux, finalement, il faut protéger aussi de la protéine animale. Et c'est là aussi que, puisqu'en fait, ils ne se nourrissent plus sur place, et on va convertir des champs, et des fois très loin, pour finalement les nourrir. L'exemple typique, finalement, la plupart des animaux, beaucoup d'animaux, en tout cas de l'Europe, sont nourris avec du soja produit au Brésil ou en Argentine. Donc finalement, qui sont responsables aussi premièrement d'une déforestation ou d'une transformation des habitats, et en même temps, le fait qu'on prend une partie des protéines qui pourraient être disponibles pour les populations locales pour les donner à nos animaux. Et en même temps, on subventionne tout ça, ces animaux, pour les exporter vers d'autres pays, et en fait, finalement, en détruisant l'élevage local, puisqu'en fait, ils sont tellement subventionnés qu'ils sont hyper compétitifs par rapport au marché local. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas du tout, quoi. Donc ça donne un peu ce système. Et les impacts, ils sont forts. C'est-à-dire qu'en Amazonie, on s'aperçoit que cette déforestation, elle est responsable avec l'augmentation des cas de malaria, quoi. Donc la malaria augmente. Pour ça, la malaria, dans ce cas, c'est pas une zoonose, c'est vraiment quelque chose qui est uniquement humain-moustique. Mais on a aussi des cas qui peuvent être aussi des résurgences. On a eu des résurgences de fièvre jaune incroyables à Sao Paulo, quoi. Donc, qui sont faits à la fois avec de la déforestation et du changement climatique, des firefox. Donc, le virus qui circulait sur des primates non humains à Sao Paulo, finalement, a refait des épidémies dans les années 2017-2018 à Sao Paulo, quoi. Alors qu'on a redécouvert la fièvre jaune à Sao Paulo, alors qu'on a un vaccin, quoi. Et puis, on a la même chose donc, ici en Asie du Sud-Est, où finalement, on peut déforester, quoi, certes, mais on peut aussi, des fois aussi, je dirais, je ne parle pas que de déforestation, finalement, c'est des méthodes traditionnelles de fermes, de production agricole qui sont complètement bouleversées pour faire finalement qu'on appelle du cash crop, faire finalement de la production qui va être exportée. Et ici, en fait, on voit toute une partie qui s'est faite d'impact fort de développement du maïs, quoi. Les gens, c'est pas pour nourrir les gens, ils mangent pas de polenta en Asie du Sud-Est, c'est pour nourrir le cochon, quoi. Donc, et des fois pour l'exportation, pour nourrir le cochon qui est engraissé en Chine, quoi. Donc là, on voit bien qu'il y a là ce problème-là, quoi. Et là, ça nous fait redouter que est-ce que finalement, on voit cette accélération de ces zoonoses, quoi. Cette accélération des épidémies au niveau mondial. Donc ça, j'ai repris les données depuis pratiquement de 1940 jusqu'à 2017-2018. Et oui, on voit finalement qu'il y a une augmentation des épidémies au niveau mondial. Il y a de plus en plus d'épidémies. Et de plus en plus d'épidémies de zoonoses. Et en même temps, un changement fort, à partir des années 1960, on s'aperçoit que ces épidémies commencent finalement à plus en plus se distribuer, à se pandémiser. C'est-à-dire qu'avant, une épidémie restait dans un pays, dans un groupe de pays, et maintenant, on s'aperçoit que finalement, maintenant, dès qu'il y a une épidémie qui part quelque part, quoi, si elle se transmet bien entre les humains, tout est partout. Donc là, ça, c'est finalement aussi notre mobilité, la mobilité internationale qu'on retrouve avec ça, quoi. Et la connectivité au niveau mondial. On voit la même chose avec les épidémies qui concernent uniquement les animaux domestiques. De rente, on voit aussi une augmentation de ces types d'épidémies. Alors, il faut quand même dire c'est le nombre d'épidémies, ça ne veut pas dire que ce soit le nombre de cas. C'est-à-dire, heureusement, tant qu'on a des systèmes de santé publique qui tournent bien, qui sont bons, qui sont résilients,
finalement, on est capable finalement de pouvoir agir rapidement, contrôler ces épidémies et de réduire finalement leur impact. Mais dès que finalement les États considèrent que la santé publique n'est pas un bien public, commence finalement à déréguler, commence finalement à baisser la garde, commence à plus maintenir une qualité d'un service public de santé, aussi bien humains qu'animaux, on voit bien le problème. On voit le problème, on le voit à l'heure actuelle. C'est un des soucis. Donc, voilà, donc on se retrouve finalement avec des situations où on a augmenté l'animal domestique, on a augmenté sa présence, on a augmenté finalement les changements environnementaux. Les territoires des animaux, je dirais, de la faune sauvage se réduit, ou disons finalement devient de plus en plus en overlap, en recouvrement avec l'emprise des humains et l'emprise des animaux domestiques. Des fois même si on accuse finalement les animaux sauvages de venir sur les territoires des humains ou des animaux domestiques, et finalement on a créé ces contacts nouveaux. Et peut-être que c'est les derniers contacts, parce qu'on s'aperçoit qu'on est en train de perdre énormément de biodiversité. Finalement, c'est moi un peu ma peur que je vois, c'est finalement ces émergences qui sortent, ces dernières des chauves-souris. C'est peut-être les dernières des chauves-souris pour nous dire que finalement on est passé un cap et là on est en train de perdre beaucoup en biodiversité. Je vais prendre deux petites questions. Donc, on va juste revenir un tout petit peu en arrière. Il y avait une question sur la première phase de discussion qu'on a eue, qui était de comprendre le fonctionnement du coronavirus, la transmission, etc. Et surtout de comprendre les origines. Donc, il y avait une question sur est-ce que le fait qu'on ne connaisse pas l'hôte intermédiaire nous freine dans la recherche d'un vaccin ou est-ce que ça a complètement rien à voir, cette affaire. Et après, il y avait une deuxième question, toujours un peu sur le fonctionnement des maladies et des chaînes de transmission, d'Arthur sur comment le sol peut transmettre des maladies, comment ça se passe. Voilà, donc, question, Arthur qui est un peu surpris par cette affaire du sol qui transmet des maladies. Très bien, ça c'est très bien. Alors la première, alors ça c'est intéressant parce que finalement, le vaccin et la vaccination, parce qu'on utilise finalement une propriété même du vivant. C'est les propriétés de défense de nos systèmes immunitaires. Et ça, c'est intéressant parce que vous savez d'où ça vient le mot vaccination? Vaca. Vaca, c'est quoi? C'est la vache. Parce que finalement, la première pseudo-vaccination, c'était plutôt une forme de protection. On utilisait finalement des pustules de ce que s'appelait un variola minor. C'était finalement le même virus proche que le virus de la variole, mais qui tournait sur des vaches, parce qu'on s'apercevait que les gens qui travaillaient avec ces vaches et tout ça, qui prenaient le lait et tout, étaient finalement très résistants, je n'avais jamais en fait une variole, qui était terrible. La variole, on l'a éradiquée, heureusement. Et donc, qui faisait finalement une inoculation des pustules, parce qu'on ne savait pas encore, on savait pas du tout ce que c'était le virus, tout ça, une mise en contact avec ces pustules de variole mineure de vache pour finalement se protéger, pour atténuer. C'était une sorte de vaccin atténué déjà, une sorte d'atténuation, finalement de stimuler son système immunitaire sur quelque chose, finalement de reconnaître quelque chose qui n'était pas l'agent infectieux de la variole, mais finalement un proche. Et ça a été utilisé puisque les armées anglaises, par exemple, utilisaient ça pendant la colonisation de l'Angleterre, des États américains, et notamment dans les guerres avec les Amérindiens ou les guerres avec les Français, ou les guerres après quand il y a les guerres d'indépendance des États-Unis, et que la variole avec la fièvre jaune était des problèmes très importants d'un point de vue mortalité des soldats, développaient cette forme de vaccination. Alors évidemment, après la vaccination a gagné du temps. Donc l'idée, oui, c'est finalement, on n'a pas besoin. Ce qu'on a besoin finalement, c'est soit on va utiliser un virus ou une bactérie ou n'importe quoi. Allez, on peut le faire finalement en l'atténuant, c'est-à-dire qu'on va finalement le rendre moins virulent et on va en faire finalement, on va faire réagir notre système immunitaire anticorps. Donc ça, c'est un peu la démarche que les Chinois sont en train de faire. Ils vont bientôt avoir ce type de vaccin, donc un vaccin atténué. Alors, généralement, ces vaccins ici d'atténués sont pas 100% efficaces, parce qu'évidemment,
ils sont pas le mieux, quoi. Et mais ils sont rapides à faire, quoi. Donc c'est un peu le trade-off à faire, quoi. Les autres stratégies sont beaucoup plus lourdes et beaucoup plus difficiles. C'est que finalement, on va vraiment chercher quelles sont les propriétés antigéniques fortes du virus qui va nous permettre finalement de recréer vraiment la réponse immunitaire adéquate pour pouvoir finalement être sûr qu'à 100%, finalement, dès qu'un virus arrive, ça va tout de suite reconnaître les anticorps déjà présents avec ces antigènes de virus et paf, on va pouvoir déclencher la réponse immunitaire, détruire le virus ou détruire la cellule infectée, le début de la cellule infectée. Tout dépend en fait du type de choses, quoi. Donc là, c'est beaucoup plus lourd parce que finalement, il faut ce qu'on appelle, on développe des vaccins monoclonaux, donc on fait toutes les infections. Enfin, c'est hyper lourd et ça va mettre du temps pour pouvoir être fait, quoi. Donc nous, on n'a pas besoin finalement de connaître vraiment finalement les autres intermédiaires, finalement tout ça. C'est que de la biologie. Donc finalement, on a besoin de connaître de la biologie, de l'immunologie, de la virologie. C'est ça finalement. Et là, on voit finalement que c'est très, très médical comme système biologique et médical, comme système d'approche, quoi. Après, on pourrait discuter finalement sur la protection croisée. C'est un peu de ça qu'on essaie de travailler avec un de mes collègues qui a une petite tête en termes d'idées, en termes de tests, de choses comme ça. C'est de se dire, finalement, est-ce que l'exposition naturelle à d'autres coronavirus nous a pas donné finalement des protections naturelles croisées, quoi, finalement. C'est-à-dire, on est exposé, par exemple, finalement, je suis quelqu'un qui vit en Chine du Sud ou en Asie du Sud-Est, en contact avec de la faune sauvage, en contact finalement avec des coronavirus qui circulent sur des tas d'animaux, y compris sur mes cochons, y compris sur mes poulets. Donc finalement, cette exposition continue qui ne me crée pas forcément de soucis particuliers, va finalement éduquer mon système immunitaire pour pouvoir finalement répondre à un nouvel coronavirus qui arrive. Ça, c'est une autre hypothèse, quoi. Finalement, c'est de travailler plus sur l'immunoécologie. Là, voilà, j'ai répondu un peu pour dire que finalement, si on est un médecin et on est en fait du pharmacien, finalement, l'écologie, on s'en fiche un peu, quoi. On va vraiment regarder la biologie, l'immunologie, quoi. Sauf que souvent, il ne faut pas qu'ils oublient que l'immunologie dépend aussi en même temps de son environnement. Parce que finalement, il faut qu'on regarde l'être humain dans son environnement global et dans sa physiologie globale, quoi. Alors le deuxième, oui, ça c'est souvent on oublie. Moi, ça m'avait même étonné, ce genre de choses. C'est que finalement, quelles sont les sources de problèmes? C'est que finalement, le sol, les environnements peuvent finalement avoir, on peut expliquer des sources de maladies infectieuses. Je crois que le mieux, c'est la lèpre, quoi. La lèpre, donc, le bacille de la lèpre, c'est typiquement une bactérie saprophage qui vivait dans le sol, et puis qui a émergé et qui a commencé à contaminer des humains. Ça s'est fait où? Essentiellement, on est pratiquement sûr, d'après les données moléculaires, même historiques, finalement, c'est au Moyen-Orient. Donc, c'est au Moyen-Orient que ça fait. D'ailleurs, vous êtes chrétien, donc vous connaissez parfaitement la Bible, donc vous savez parfaitement aussi quelle était en fait cette maladie déjà mentionnée, quoi. C'est très clair et tout ça, quoi. Et vous connaissez aussi l'histoire complète, donc finalement aussi qu'elle est venue en Occident grâce aux croisés, quoi. Les croisés ont ramené la lèpre, après les croisades, l'ont ramenée en Occident. Et puis après, elle a voyagé aussi. La lèpre, finalement, est partie d'Occident vers l'Asie, par les routes de la soie. Donc, il a fait l'inverse de la peste. La peste est venue d'Asie, mais finalement, la lèpre est partie d'ailleurs. Et finalement, on a pu petit à petit à gérer, avant qu'on ait finalement les antibiotiques, à gérer la lèpre de manière des fois très, très dure, hein, parce que finalement, la quarantaine, les lazarets, tout ça, ça nous a fait un peu réfléchir à tout ça. Ça nous a fait finalement oublier la lèpre. Et on a redécouvert la lèpre quand on a été en Asie. Et peut-être concrètement, entre le sol et un humain, est-ce que comment ça se dans le passe? sol, le bacille, est-ce que c'est un champignon?
Est-ce Non, qu'à un c'est une moment donné, il y a valeur. un enfant qui mange de la terre, je dis n'importe quoi, Oui. comment ça se passe? Comment ça se passe, voilà. Alors ça, pour la lèpre, on n'en est pas trop, encore trop sûr, quoi. Mais là, on en a un exemple qui est sorti un peu plus récemment, qui est proche du bacille de la peste, hein. C'est un Mycobacterium burulmi, quoi, ce qu'appelle l'ulcère de Burulmi, qui a émergé aussi il y a quelques dizaines d'années. Alors, il y a beaucoup de Mycobacterium dans le sol. C'est une grande diversité de Mycobacterium. Tous ces bacilles, tous ces bactéries, ce sont justement assez proches. Alors pour ça, le côté champignon était très bon, parce que ce qu'on appelle sont des bactéries saprophages. Ce sont des bactéries finalement qui sont des décomposeurs, qui vivent des fois en association d'ailleurs avec d'autres animaux, des crustacés, d'autres types d'animaux, quoi, qui vivent en contact avec, quoi. Mais finalement, ils vivent de la décomposition de matière, des fois, de matière vivante, quoi. Donc, ce qui leur donne en même temps, et ils vivent, parce que souvent ils vivent des fois attachés et tout, ils ont finalement aussi, là encore une fois, des déterminants, des côtés, je dirais des déterminants génétiques qui leur donnent presque une préadaptation. C'est-à-dire finalement, parce qu'ils sont en contact avec des membranes d'invertébrés de temps en temps, bah, finalement, si on manipule du sol, par exemple, on est en train de faire de l'agriculture, bah, finalement, on se trouve en contact avec ces mycobactériums, on a des plaies, bah, finalement, où on marche pieds nus, hein, dans le sol et tout, et on est en train de travailler et tout, bah, finalement, on commence finalement à avoir ces mycobactériums qui commencent à pénétrer dans ces plaies ou à pénétrer dans des trucs comme ça. Et puis finalement, bah, ils trouvent un environnement qui leur plaît bien. Ça, c'est le cas aussi du cerf de Burulmi, quoi. Et puis, ils commencent à... Oh, pardon, c'est mon truc qui s'allume. Et ils commencent à se développer tranquillement. Alors, c'est pour ça que finalement, aussi, ces mycobactériums sont très lents. En fait, parce que déjà, ils se développent très lentement dans le sol. Donc, ils se développent aussi très lentement chez les humains. Quand on regarde la peste, la lèpre, par exemple, bah, c'est une maladie qui sont très, très longues, quoi. Et on voit bien finalement que ces bactéries, petit à petit, mangent, ils se nourrissent finalement de notre chair, quoi. Donc, c'est pour ça que ça va être tellement marqué finalement au moment de la Bible, quoi. C'était quand même terrible au moment de regarder ça, quoi. Et l'ulcère de Burulmi, qui malheureusement affecte, pas beaucoup, mais affecte des populations. On l'a vu émerger en Afrique, on l'a vu émerger aussi donc en Amérique du Sud. C'est pareil, donc ça fait une sorte de feu. La peau est complètement disparaît, c'est-à-dire tout est à vif. La peau est mangée à vif par ces bactéries qui finalement ont la même capacité de détritivore, saprophage, mais sur les tissus humains, alors qu'ils l'auraient eu sur le milieu naturel, quoi. Donc finalement, c'est parce qu'on est en contact, parce qu'on est une espèce qui va se baigner, va travailler le sol, va finalement potentiellement trouver ça. Alors, je voudrais dire qu'il ne faut pas non plus le voir que le côté négatif, parce que ça aussi, c'est important de voir que ça aussi, c'est le côté d'immunologie, de l'immunoécologie, quoi. Il y a d'autres études qui ont montré que c'est très bon de boire de l'eau qui est filtrée sur le sol. Alors évidemment, il ne faut pas que ce soit un sol pollué par les pesticides ou par les métaux lourds, quoi, hein. Il faut un sol filtré par la forêt, des trucs bien, quoi. Pourquoi? Parce que finalement, ce sol est rempli de mycobactériums, mais de tas d'autres mycobactériums, quoi. Finalement, quand les enfants boivent cette eau, quoi, bah c'est une façon aussi d'éduquer leur système immunitaire, quoi. Et leur système immunitaire est éduqué. Donc, de boire de l'eau naturelle, quoi, minérale naturelle, c'est bon. De boire de l'eau qui est complètement aseptisée, quoi, et surtout pour des enfants, c'est une catastrophe, quoi. Donc, c'est ça un peu la discussion quand on travaille finalement sur les maladies infectieuses et zoonotiques, c'est que la grande partie des microbes sont utiles. D'ailleurs, on a plus de cellules microbiennes sur notre peau que de propres cellules, quoi, sur notre peau, dans notre corps, quoi. On est d'abord des microbes qui sont en interaction avec le reste de notre corps, quoi. Et on en a besoin. Si on en les enlève, là, ça ne va plus du tout, quoi. Même les virus nous sont fortement utiles, quoi. Regardons les bactériophages. Les bactériophages sont des virus de bactéries. Ces virus de bactéries, finalement, on a développé, à l'époque de l'Union soviétique, les médecins soviétiques avaient développé la bactériophagie, thérapie. Bactériothérapie, c'est-à-dire on utilisait les phages, ces virus, pour finalement combattre les bactéries responsables de diarrhée ou responsables finalement d'autres maladies
mais avec des bactéries intestinales, quoi. Et là, ça a été complètement abandonné et on est en train de reparler, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais on reparle finalement en Europe, notamment on redécouvre finalement la médecine soviétique, quoi. Donc c'est un peu ça finalement quand on travaille en écologie. Si on a une vision purement médicale, c'est déjà que j'essaie de faire, on passe avec le médecin, ça change, hein. Médical et vétérinaire, finalement on est là avec tout est dangereux, il faut se préparer au pire, il faut préparer les vaccins. Donc, mais finalement, si on regarde du côté écologie, non, c'est finalement on doit vivre avec ça. Donc on doit plutôt travailler avec l'écologie et essayer de comprendre finalement, éviter les risques, on va minimiser les risques. Alors, il y a une question de Cynthia qui va permettre aussi d'approfondir un peu tous ces liens entre le vivant et l'humain. C'est elle se demande, est-ce que c'est possible de préciser cette Oui. affaire de lien entre empiètement du territoire des animaux sauvages, d'une part, Oui. et apparition de nouvelles maladies? Oui. Et est-ce qu'il y a plus de contact éventuel avec les animaux, enfin, est-ce Oui. que le fait qu'il y ait plus de contact avec les animaux sauvages, ça peut jouer? Oui. Ou bien est-ce que c'est la perte de biodiversité? Donc, de clarifier ces Exactement. liens entre biodiversité, animaux sauvages et maladies. Alors là, je vais reprendre l'exemple que j'aime utiliser, quoi, que je remets d'ailleurs dans mon nouveau bouquin, quoi. C'est l'exemple de l'émergence du virus Nipah, donc en Malaisie, en 1998. Alors, au départ, donc c'est 1998, des élevages semi-intensifs, donc un peu ouverts sous des vergers, hein, de cochons. Les cochons commencent à mourir, donc forte mortalité des cochons. Et puis ça commence à venir sur plusieurs élevages. Des personnes, enfin les gens qui s'occupaient de ces élevages, il y en a qui commencent à mourir. Et puis des cochons qui étaient passés au marché de Singapour. Dans les abattoirs de Singapour, on a eu aussi quelques personnes des abattoirs de Singapour qui meurent aussi. Donc là, évidemment, c'est branle-bas de combat. Donc là, c'est quelque chose aussi de sérieux, quoi. Évidemment, c'est une épidémie avec un virus méchant, hein, 50% de mortalité, quoi. On ne savait pas ce que c'était au début, mais c'est un truc hémorragique vraiment, vraiment fort, quoi, qui font peur. Donc tout est pris en compte. Et finalement, après, on reprend l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Comment expliquer tout ça, quoi? Bon, on se rend compte de première chose, ça a été relativement vite, hein, donc on a pu reprendre toute l'histoire, recalculer tout ça, quoi. Ce virus, alors c'est un virus, encore une fois, de chauve-souris. Alors pas du tout le même groupe, hein, de virus, un Nipah-virus, c'est un virus Nipah-virus, un nouveau virus, mais qui se retrouve essentiellement sur des grandes souris frugivores. Alors les coronavirus qu'on a discuté tout à l'heure, qui ont émergé, sont plutôt des virus de petites chauves-souris insectivores, quoi. Même si c'est des grandes souris. Mais alors, on se dit, mais là, c'est un souci, quoi. C'est comment expliquer que des chauves-souris frugivores se retrouvent en contact avec des cochons en Malaisie, en plus, en Malaisie, donc péninsulaire. Malaisie péninsulaire, il faut savoir quand même, c'est à 80% musulmans, quoi. Donc, ce n'est pas des gens qui mangent du cochon. Donc, il y a des populations chinoises, mais ils ne mangent pas de cochon, quoi. Donc, là, on s'aperçoit que oui, ce n'est pas pour eux, c'est essentiellement pour l'exportation, quoi. Et on refait toute l'histoire. L'histoire, et démarre comment? C'est que ces chauves-souris sont arrivées là parce que leur territoire, qui sont normalement des forêts, se faisait de plus en plus déforesté. Pour faire quoi? Pour faire du palmier à huile. Du palmier à huile qui est fait pour l'exportation mondiale, hein. Donc, le palmier à huile, et on continue, hein, puisque Total a augmenté sa demande. Peut-être que ça va changer maintenant avec les pressions, quoi. Mais augmenter sa demande de palmier à huile pour soi-disant faire du biodiesel, quoi. Enfin, on peut dire plutôt de l'agro-diesel plutôt que du biodiesel. Donc finalement, ça c'est pour le marché international. Même moment, on était une période, ce qu'on appelle de variabilité climatique importante, hein, ces événements d'El Niño, La Niña, qui font en fait qu'on peut avoir des sécheresses importantes ou des pluviométries importantes. Ces événements-là qui sont en augmentation à cause du dérèglement climatique. Donc là, on voit encore qu'un effet aussi du changement climatique est derrière. Plus, comme c'est un événement de sécheresse, des feux de forêt entretenus. Pourquoi on en faisait des feux de forêt? Essentiellement pour finalement aussi grignoter encore plus, mettre devant le fait accompli, d'augmenter encore les plantations de palmiers à huile. À partir de là, ces chauves-souris qui sont aussi des très bons voiliers, hein, parce que c'est des bêtes assez belles, assez grandes, quoi, dont le territoire va depuis pratiquement
de migration va depuis l'Australie jusqu'à toute l'Asie du Sud-Est, quoi. Donc, c'est assez énorme, quoi. Ils ont bougé des forêts pour aller dans un endroit où il y avait la nourriture, des vergers. Des vergers qui étaient au-dessus de ces cochons. Donc, et ces cochons qui étaient finalement pour l'exportation, quoi. Et finalement, ils mangent les fruits, ils défèquent sur les cochons ou ils défèquent sur les fruits qui sont donnés à manger aux cochons. Donc, finalement, on a créé ce lien, quoi. Donc, finalement, on a créé des choses où finalement, on a créé des liens entre des animaux d'élevage et des animaux sauvages qui n'auraient jamais dû se rencontrer, quoi. Une chauve-souris, ça ne se rencontre pas un cochon, ça très rarement un cochon, quoi. Et finalement, ça c'est première chose, c'est que on a la première chose, finalement, on a créé de nouveaux contacts, comme le virus Nipah, mais on a d'autres exemples. On a créé ces contacts à des échelles locales, ces contacts, et peut-être c'est l'exemple possible que je peux imaginer pour l'émergence du SARS coronavirus, c'est-à-dire qu'on a commencé à mettre en élevage des civettes qui en fait sont aussi un peu frugivores, mais on les met en élevage dans des cages. Alors on imagine un peu les élevages, et puis ces élevages ils sont ombragés parce que voilà, ils sont comme ça. Et puis finalement, ça peut servir aussi d'endroit où les chauves-souris vont autour des caféiers et puis finalement mangent les insectes au ceux des cafés, puis défèquent sur les cafés. Finalement, on se retrouve finalement avec des relations qu'on ne devrait pas avoir, quoi. Donc, qui sont nouvelles et qui étaient totalement improbables. Donc, alors évidemment, ça se combine avec ça, c'est que si on réduit les territoires des chauves-souris, oui, les territoires des chauves-souris se retrouvent de plus en plus en relation avec les territoires des animaux ou des humains. Et puis là, le deuxième exemple de Nipah qui est important, finalement, c'est cette mobilité, quoi. Alors, cette mobilité qui touche à la fois l'animal domestique, l'humain, qui est transpassé, quoi. Et là, je reprendrai un seul exemple aussi sur le Covid pour dire en même temps, c'est qu'on crée ces petites localement. Alors, finalement, c'est cette globalisation qui va créer ces nouvelles connexions. La demande pour l'animal, la demande pour la production de palmiers à huile. Ces nouvelles connexions, ça c'est la globalisation qu'ils demandent, et tout ça, il faut que ça bouge en même temps. Et là, quand on regarde l'augmentation, de 1970 à 2017, on a une augmentation de 1300% du tourisme aérien, des voyageurs aériens, quoi. C'est-à-dire qu'on avait, si je me trompe pas, on avait 300 millions de passagers par an d'avions en 1970, et là en 2017 on avait dépassé la base des 4 milliards de passagers. 4 milliards de passagers. Donc avec une connexion. Et ça c'est la même chose pour tout le transport. 1300% d'augmentation. Et du coup, la dimension biodiversité, elle joue à un moment, peut-être Oui. parce qu'on a tendance à regrouper alors pour le coup, des populations d'animaux qui sont toutes semblables, ça c'est peut-être un point. Ouais. Et après, est-ce qu'on peut dire, s'il y a plus de biodiversité, logiquement, il y a plus de virus. Et donc, si elle diminue, il y a moins de virus. Est-ce que c'est un bon raisonnement ? Alors voilà, ça c'est intéressant, ça c'est une bonne question parce que ça je l'ai testé, quoi. Et oui, c'est une très bonne question, ça c'est une bonne question parce que finalement quand on regarde la diversité des maladies infectieuses qui frappent les humains par pays, donc je les récupère, puis je regarde le nombre d'oiseaux et de mammifères qu'il y a dans un pays, c'est parfaitement corrélé. C'est-à-dire, plus il y a d'oiseaux et de mammifères dans un pays, d'espèces, plus il y a de maladies infectieuses, qui ont été, ou parasitaires, qui ont été, je dirais, répertoriées. Ça ne veut pas dire qu'elles font des épidémies. Par exemple, si on regarde, l'exemple typique, si on va chercher, on n'a toujours pas trouvé le virus d'Ebola chez la chauve-souris. On a des preuves, on a des trucs, mais on ne l'a pas trouvé encore. Pourquoi ? C'est d'ailleurs comme certains virus Nipah, c'est extrêmement rare de le trouver. Pourquoi ? Parce que finalement, normalement dans les populations de chauves-souris, il circule à très très bas bruit. Il est très rare. Il n'y a pas d'épidémie pour l'instant. Ce qui est finalement le changement global qui se fait quand on parle de biais de biodiversité, c'est que finalement, on perd des régulations de la biodiversité. Il y en a plusieurs. D'abord, on perd les gros prédateurs. On n'a plus de gros prédateurs pour finalement limiter les proies. On parlait de la maladie de Lyme, c'est typique.
la maladie de Lyme. Nous avons de moins en moins de loups. C'était le cas des États-Unis, ou de loups propres, ou de coyotes, de moins en moins de renards, où ils sont attaqués, donc pour réguler à la fois les chevreuils ou à la fois les rongeurs. Donc finalement, les rongeurs prolifèrent. Et automatiquement, ça, c'est les rongeurs, ce sont ceux qui permettent aux tiques de se développer. La tique a besoin de ces rongeurs. Ils se développent. Comment je veux dire, les cervidés aussi augmentent parce qu'ils n'ont plus de prédateurs. Il n'y a plus de loups, il n'y a plus d'ours pour les réguler. Alors, et quand on voit le problème pour introduire un ours quelque part ou un loup quelque part, ça ne va pas être demain, alors qu'on a aussi des populations qui augmentent, quoi. Donc finalement, on crée des conditions. Finalement, est-ce qu'on a perdu ces régulations des prédations? Donc, et on perd aussi des régulations de prédation. Donc finalement, les réservoirs ou les hôtes intermédiaires ne sont plus régulés. Ils augmentent en densité. Donc automatiquement, ils augmentent en densité, ils augmentent en abondance. S'ils hébergent quelque chose, ils favorisent les cycles. Donc la prévalence augmente, l'intensité augmente et finalement le risque là vraiment augmente. Finalement, quand on se balade quelque part, c'est vrai que quand je me baladais pendant les 30 glorieuses en forêt, j'attrapais très peu de tiques. C'était rare. Maintenant, quand je vais avec mes collègues qui s'intéressent à ça, donc on les attrape ce qu'on appelle au drapeau. Hein. On prend on fait un drapeau blanc, un blanc parce que c'est facile à voir, et on passe un coup de drapeau, il fait 1 mètre carré, quoi. On passe un coup de drapeau comme ça et on regarde dans certains endroits, waouh, c'est couvert de tiques. Couvert de tiques. Donc, il s'est vraiment passé quelque chose. On a perdu des régulations, quoi. Et on le voit même pour les chauves-souris, puisque les chauves-souris sont en même temps victimes d'une baisse de biodiversité, quoi. Et finalement, alors il y a deux choses qui savent, et plus avec le changement climatique, la variabilité climatique. Alors déjà, les chauves-souris qui sont insectivores, finalement, ils ne font partie plus d'un ensemble qui est important, c'est la régulation des insectes. Donc finalement, des insectes qui sont aussi des vecteurs, et on a montré, d'ailleurs pour des vecteurs comme les anophèles, qui sont en fait des bons vecteurs pour le plasmodium, agent de la malaria, quoi. On s'aperçoit qu'on a perte de ce service qui était rendu gratuitement par les chauves-souris pour contrôler les vecteurs. Il n'y a plus de contrôle des vecteurs. Donc là, on perd d'un autre côté, quoi. Et puis, on avait aussi une diversification. Par exemple, si je prends mes rongeurs, moi, je m'intéresse aux rongeurs. Je regarde si je vais dans un milieu, je dirais, pas forcément la forêt, hein, une forêt vierge, il n'y en a pas, quoi, mais une forêt, mais disons finalement des habitats normalement aménagés depuis des décennies par des gens, pour des centaines d'années, c'est-à-dire composites avec des parties forêt, des parties différentes. J'ai une diversité de rongeurs très forte. Vraiment beaucoup d'espèces. Ce qui veut dire que quand je fais le bilan de tous les pathogènes qu'on a pu regarder, on en trouve beaucoup. Alors là, les densités, moi j'ai des virus, ils sont à 2%, c'est-à-dire qu'il faut que j'attrape 100 rongeurs pour en trouver 2 qui soient infectés par un virus. Mais s'ils ont été infectés par un virus, ça ne veut dire pas qu'ils vont transmettre, quoi. Par contre, parce qu'ils sont complètement dilués dans cette diversité de rongeurs. Par contre, si je vais en milieu de plus en plus urbain, je perds beaucoup de rongeurs. Tous ces rongeurs qui sont un peu sauvages et tout, je les perds. J'ai plus quoi? J'ai plus que des rats. Les rats des villes, quoi, carrément, quoi. Alors, il y a 2 espèces pratiquement. Alors là, ils augmentent en densité. Alors là, j'ai 10% d'infection par les virus. C'est-à-dire que toute la capacité qu'il y avait en fait de compétition, de régulation, de niches qui étaient séparées, quoi. Ces rongeurs-là, ils sont partout. Ils sont partout. Et on n'arrive d'ailleurs même pas à les réguler. Et c'est la même chose finalement que se retrouve en problème un fermier, un paysan. C'est-à-dire que quand il a plein de champs, quand il a plein de diversité agricole, quoi, il ne voit pas trop les pestes, il ne voit pas trop ce qui se passe, quoi. Quand il y a une grosse monoculture de maïs normalement, quoi, et ben là, dès qu'il y a quelque chose qui arrive, alors surtout si tout est ensemble, tout prend. On a une épidémie, on a des ravageurs, on a une pyrale du maïs, on a tout ça, c'est la catastrophe, quoi. Donc c'est pour ça, après on dit, comme nous, il nous faut un vaccin rapidement, là aussi pareil, on va du glyphosate rapidos, quoi, pour arriver, on veut tout traiter, où on va faire du maïs. Et finalement, on est rentré dans une logique finalement de la technique pour nous protéger, alors que finalement, si on avait une réflexion. Et là, cette réflexion est en train de se faire, c'est autant autour de nous, on commence à imaginer une social écologie de la santé, c'est-à-dire retravailler avec
les populations locales, les dispensaires, les hôpitaux, tout ça, et finalement de repenser avec aussi l'agriculture, repenser ça. Et l'agriculture travaille largement de même, quoi, de retravailler finalement ce qu'on appelle l'agriculture biodynamique, l'agroécologie, c'est-à-dire finalement de repenser des systèmes agricoles qui soient beaucoup plus résilients et retravailler finalement sur les régulateurs de ce qu'on appelle les pestes agricoles. Alors, je vois que le temps passe, je suis bavard. Hein. Oui. On peut passer du coup à la dernière partie, il n'y a pas d'autres questions. Ouais. Et puis comme vous avez déjà commencé à y répondre, mais donc nous, on voulait aussi un peu s'interroger sur justement sur les réponses qu'on peut donner à ces zoonoses, à ces épidémies et à la crise sanitaire actuelle qu'on traverse. On a pu voir que les mesures qui étaient proposées et qui ont été mises en place, ça consistait beaucoup à mettre des barrières entre les humains, donc que ça passe par du gel hydroalcoolique, par des masques, par des mesures de distanciation, mais aussi entre les humains et les animaux, puisqu'on s'est rendu compte que de fait, c'était par moment la confrontation entre sauvages et non sauvages qui pouvait être la cause de la propagation. Et donc, on s'interrogeait sur est-ce que cette aseptisation et cet éloignement entre l'homme et son environnement sont des bonnes réponses, en fait. Est-ce que ça risque pas, au contraire, d'aggraver le risque sanitaire et alors, comment repenser une relation harmonieuse entre l'homme et son vivant pour finir sur une note plus positive et avoir des solutions? Voilà, tout à fait. Et ça, je suis très content. En plus, c'est compliqué, c'est des questions compliquées, mais des questions très pertinentes. Et puis, finalement, ça fait cette bonne transition entre la génération des 30 glorieuses, hein, qui a cru que la technique, que tout était gagné, qu'on pouvait y aller, c'était monde infini, affluence infinie, quoi. Et puis, la génération Greta, quoi, qui elle est consciente que finalement, nous avons laissé une terre dans un sale état, quoi, mais que finalement, elle ne se laisse pas démonter et que cette génération veut finalement reprendre les rênes, quoi. Et maintenant, il faut vous donner le pouvoir, quoi, pour reprendre ces rênes. Et les pistes sont nombreuses, oui, tout à fait, quoi. Alors, déjà, de ne pas faire finalement, et ça, c'est un peu toujours mon truc, de ne pas faire ce qu'on fait généralement sur les crises sanitaires du monde animal. Moi, je les ai suivis, je les ai regardés, quoi, chaque fois, quoi. Qu'est-ce qui se passe? On a une crise sanitaire qui touche l'animal de rente, l'animal domestique. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des isolements, des quarantaines, des abattages et après, c'est biosurveillance, biosécurité. Alors, ça nous rappelle vraiment le schéma Covid. Heureusement, on a échappé à l'abattage, mais encore que quand on voit finalement l'inégalité économique et sociale, quoi, de l'impact de ce Covid-19, quoi, donc qui en a le plus souffert, quoi, on voit vraiment que finalement, ça me parle, quoi. Et finalement, qu'est-ce qui arrive, cette biosécurité? Cette biosécurité en élevage, c'est finalement, c'est au détriment du petit élevage pour favoriser encore la grande concentration, favoriser les races industrielles. Finalement, ça détruit la diversité génétique des races cultivées, ça détruit la diversité bioculturelle, la diversité culturelle, mais ça ne fait que renforcer les problèmes parce qu'il faut encore plus d'antibiotiques, plus de vaccins, parce qu'il faut la biosécurité. La biosécurité, on fait sur les élevages, on montre que ça ne marche pas. Comment ça ne marche pas? Puisque finalement, ça s'échappe sans arrêt. L'exemple typique, en 2008, nous avons eu l'émergence de la grippe H1N1, qu'on a appelée d'abord grippe mexicaine, grippe porcine, puis après, comme il fallait plus mettre n'importe quelqu'un à la casse, c'est évidemment devenu la grippe nord-américaine. Par chance, elle n'a pas été très virulente, mais elle est sortie d'un méga ferme d'Amérique du Nord. On ne sait pas encore si c'est trop au Mexique ou aux États-Unis. Ces réponses-là, finalement, ça montre bien que sur les élevages, ça ne marche pas. On va de crise sanitaire en crise sanitaire. Et puis eux, ça coûte énormément, hein. Ça coûte très cher, quoi. Je pense qu'il ne faut surtout pas qu'on prenne le même chemin pour des crises sanitaires humaines, quoi. C'est-à-dire, la réponse ne peut pas être la biosécurité, c'est-à-dire que finalement, on va être obligé sans arrêt de vivre
de vivre, et surtout la biosurveillance, c'est-à-dire d'avoir des puces, d'avoir des choses comme ça, d'avoir finalement une individualisation, comme on peut le voir d'ailleurs un peu malheureusement en Chine, hein, finalement, où on arrive finalement à avoir un traçage complète quoi. Donc je pense que là, on doit repenser ça, c'est-à-dire on doit repenser finalement notre système de relations aux vivants, d'abord aux vivants finalement d'élevage, quoi. Donc ça, c'est vraiment le point. Il faut démondialiser, déglobaliser cette agriculture. Il faut la remettre sur les territoires. Il faut remettre les animaux à mobilité. Il faut diminuer la consommation de viande. C'est pas possible. Il faut aussi retravailler finalement notre diversité alimentaire, notre qualité alimentaire, quoi. Et en même temps, je pense qu'on rendra d'abord les agriculteurs heureux, parce jamais on a eu des agriculteurs aussi malheureux qu'on voit le taux de suicide, on a des problèmes finalement que la maladie d'Alzheimer est considérée comme une maladie professionnelle chez eux à cause de l'exposition aux pesticides, quoi. Ce qui est quand même bien, quand même fantastique, parce qu'au même moment, la principale fédération agricole, la FNSEA, nous dit qu'il n'y a aucun souci, quoi. Mais par contre, ils ont quand même demandé que l'exposition, que la maladie d'Alzheimer soit considérée comme une maladie professionnelle, pas Alzheimer, pardon, Parkinson, soit considérée comme pour eux pour une maladie professionnelle, quoi. Enfin, donc là, on peut imaginer des choses, on peut vraiment imaginer des choses, et c'est le moment de le faire, quoi. C'est le moment finalement de penser les choses. Ça veut dire aussi finalement de repenser ce tourisme de masse, quoi, ce tourisme de masse, Alors, moi, j'étais assez content parce que finalement, les scientifiques, on est mauvais parce qu'on se déplace beaucoup, hein, congrès et tout, quoi. Alors, généralement, on a de bonnes excuses. Moi, j'ai l'excuse, je sauve la planète, quoi. Mais j'étais très content parce qu'en 2019, j'avais perdu mon statut gold. J'étais redevenu simple silver, quoi, voyageur comme tous les autres. Donc, j'avais plus les coups de fil, rien du tout. Mais ça veut dire que j'étais quand même arrivé à réduire mon transport aérien et dire, il y a beaucoup d'endroits de conférences, j'ai pas besoin d'y aller, quoi, finalement. Et comme on l'a vu avec Zoom et tout, finalement, on peut faire des tas de choses. Finalement, on a une empreinte digitale qui augmente un peu plus, quoi. Donc oui, on a plein de solutions. Et je dirais même aussi d'un point de vue finalement d'exposition, cette diversité microbienne. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit quand on perd de la diversité? On a aussi une explosion de ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Ces maladies auto-immunes, c'est quoi? Les eczémas, les asthmes, justement le diabète, tout un ensemble de maladies qui sont essentiellement un dérèglement du système immunitaire. Et ce dérèglement du système immunitaire, c'est dû à quoi? Une perte de cette homéostasie, de cette balance, essentiellement très bien associée avec une perte de diversité de notre microbiote intestinal, notre microbiote de la peau. C'est-à-dire que, on le voit bien, des enfants qui sont nés dans des environnements biodivers, c'est-à-dire où il y a des animaux, où il y a des plantes, il y a tout ça, quoi. Finalement, ils ont beaucoup moins de chances de développer de l'asthme, des atopies, que des gens. Reprenons simplement le rhume des foins. Le rhume des foins a émergé quand? Il a émergé au XVIIIe siècle, en Angleterre, dans la révolution industrielle. Mais c'est pas les paysans, ils n'ont jamais attrapé le rhume des foins. Le rhume des foins, c'est une maladie de gens des villes. C'est en fait une maladie de l'urbanisation. C'est une maladie finalement de cette perte, de ce que je vous avais raconté tout à l'heure, de cette perte finalement de notre éducation de système immunitaire. Donc ça va être vraiment le point. Et donc finalement d'avoir cette vision que par l'asepsie, on va régler les problèmes, loin de là. L'asepsie va nous créer ce que nous on appelait aussi à un moment donné les maladies de la propreté, c'est-à-dire finalement on est totalement, premièrement on a des systèmes, je me rappellerai, je raconterai juste cette histoire, quoi. Alors quand je travaillais un peu sur des problèmes d'Afrique, alors c'était très faune sauvage, donc mettre des colliers sur les buffles sauvages, comme ça. Puis donc finalement on avait une étudiante de master qui a voulu faire son master avec nous, quoi. Donc la gars disait pas, ouais, super, donc voilà. Alors, en fait, il va y avoir une partie de terrain, donc ils disaient d'accord, il faut aller sur le terrain avec nous, il faut vraiment voir ce que c'est, parce que vous avez pas, il y a une partie laboratoire, mais il faut venir voir ce que c'est, quoi. Alors il dit oui, super, donc je commence à discuter, qu'est-ce qu'elle avait fait, donc plus après pour savoir un peu, quoi, surtout pour la préparer pour y aller, quoi. Et puis il me dit que
Premièrement, elle n'avait jamais voyagé en dehors de la France, c'était pas trop grave, quoi. Donc, bon, oui, elle connaît pas, mais c'est pas grave, elle va connaître ce que c'est de voyager dans un pays africain, quoi. Mais surtout que finalement, elle travaillait en même temps, mais elle travaillait depuis tout le temps, depuis qu'elle était étudiante, dans un McDonald's. C'est-à-dire qu'elle mangeait que du McDonald's. C'est-à-dire qu'elle avait en fait finalement été typique d'une personne qui était une urbaine, qui avait complètement perdu. Et je me suis dit, waouh, 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 ça va être une catastrophe quand elle est arrivée. Donc on arrive, je la récupère, on arrive ensemble, quoi, sur Ouagadougou, quoi, et hôtel et tout, et finalement on va manger au restaurant, et je vais dans un restaurant européen, quoi. Je me dis, je surtout pas, on va pas démarrer comme ça. Mais même ça, c'était, voilà, elle s'est chopée une diarrhée monstrueuse. Et ça, c'est typique finalement de la tourista. La tourista, c'est une maladie de la propreté, quoi. C'est une maladie finalement parce que on n'a pas, on manque finalement de diversité de bactéries, on manque de diversité aussi de ces bactéries avec ces phages, on manque de toute cette diversité et on est super sensible finalement. Donc, si on veut aller par là, sur l'aseptie, mais si on a un milieu aseptisé, il va falloir qu'on se mette finalement dans des bulles complètes, quoi. Mais on a eu cette idée-là, c'est-à-dire à un moment donné, il y a eu cette idée un peu avant les 30 Glorieuses, oui, dans les 30 Glorieuses, il y a eu cette idée complètement folle, maintenant quand on y repense aux États-Unis, de créer ça, c'est-à-dire de créer des bébés aseptisés. C'est-à-dire qu'on leur avait finalement créé comme pour certains rongeurs, c'est-à-dire quand ils n'ont plus de bactéries, quoi. Alors, ils avaient ça, mais ils ont fait ça sur les rongeurs. Bon, ils ont eu quelques enfants aussi parce qu'il y a des enfants qui avaient des problèmes très forts, donc qui étaient dans des enfants bulles, comme on les appelle, quoi. Et c'est une catastrophe parce que de toute façon, ils ont leur espérance de vie et rien du tout. Sans parler du bien-être, quoi. C'est-à-dire, on ne va pas vivre tous dans des bulles, quoi. Donc ça aussi, finalement, alors, je reprends encore le système même encore des chauves-souris, quoi. En fait, ça va nous servir un peu de pensée, quoi. Les chauves-souris sont bourrées de virus, hein. Vous avez certainement entendu parler de ça. Certains vont employer le mot sac à virus, tout ça, quoi. Donc finalement, ça nous faisait penser aussi, on a envie de tous les tuer, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe en fait aussi un peu, quoi. Mais quand on regarde, finalement, il y a une grosse diversité de virus, mais ça s'explique bien parce que les chauves-souris vivent de façon longue. Certaines chauves-souris vivent 25 ans. Plus on vit vieux, plus finalement on peut accumuler les choses, quoi. Donc ils sont un peu comme des humains parce qu'on vit longtemps, donc on est capable d'accumuler beaucoup de choses, quoi. Mais ces virus, ils sont très peu présents. Ils apparaissent quand on commence à avoir des viramies importantes. Quand essentiellement quand elles sont en situation de stress climatique. Ça, c'est bien. Stress environnemental, ça, c'est bien. Alors là, par contre, elles sont virémiques. Et donc, c'est là qu'elles dispersent aussi du virus. Mais ces chauves-souris ne souffrent pas de leur propre virus. Par contre, elles peuvent être victimes de nouvelles maladies émergentes, comme des champignons, par exemple. Donc, des champignons, on a des catastrophes d'un point de vue perte de biodiversité. Pourquoi ? Parce que finalement, les chauves-souris qui sont longévives, donc ont besoin d'énergie, qui aussi de temps en temps sont obligés de faire de l'estivation ou de l'hibernation, donc finalement qui sont aussi obligés de sauver l'énergie, ont été obligés de sauver l'énergie sur leur système immunitaire. Donc ils ont fait un système immunitaire qui est relativement, on pourrait dire presque peu efficient, c'est-à-dire qu'il est faible système immunitaire, faible réponse. Qu'est-ce que ça a pour conséquence ? Finalement, c'est qu'ils ont abaissé leur défense. Eh bien, ça renverse finalement la course aux armements. Dans une course aux armements, qu'est-ce qui se passe ? On fait une arme parce qu'on dit, oh là là, le virus, ou finalement, si on prend un pays, il commence à construire des missiles, je vais faire des défenses antimissiles, quoi. La réponse, c'est que ils vont grossir la quantité de missiles ou ils vont faire différents types de missiles. Donc, on va augmenter. Et puis, on va dire, on va mettre des satellites dans l'air pour les sous. Donc, on rentre finalement dans une course aux armements qui s'arrête jamais, quoi. Et donc, c'est un peu ça aussi, ce que les évolutionnistes ont un peu travaillé là-dessus, c'est finalement d'investir trop dans l'immunité, fait que finalement, on va pousser les virus, les pathogènes, à investir dans la virulence, à investir dans leur capacité de reproduction. Finalement, on va rentrer dans un truc virulence contre résistance et on va monter, quoi. Les chauves-souris, en fait, ont travaillé sur l'autre système qu'on appelle la tolérance. La tolérance, finalement, c'est de se dire, on vit avec, on supporte les coûts, c'est-à-dire au lieu de payer pour le système de défense, finalement, on paye pour les coûts de réparation des virus.
L'avantage, alors les coûts peuvent être pratiquement les mêmes. Évidemment, il ne faut pas avoir de virus virulent, mais d'un point de vue évolutif, qu'est-ce qui se passe? Ces virus-là ne rentrent pas dans la course aux virulences, mais tendance à diminuer leur virulence, donc à devenir de moins en moins virulents. Donc la tolérance, finalement, favorise aussi, finalement, en diminuant sa défense. Ça peut avoir aussi un côté assez intéressant, d'un point de vue aussi même réflexion géostratégique, quoi, sur finalement, ou même par rapport à des tas de choses, finalement, de favoriser la tolérance par rapport à la résistance. On ne va pas tuer toutes les chauves-souris, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Et peut-être même que les chauves-souris, parce que avec tous ces coronavirus qui circulent, nous, c'est une des idées qu'on veut tester, qu'on essaie de tester. Finalement, j'ai commencé à regarder, j'ai récupéré des données, c'est pas mon idée, c'est l'idée de mon ami, quoi, mon collègue, super idée, de se dire, finalement, l'impact en mortalité, il a l'air d'être plus faible dans certains pays. Pourquoi? Est-ce que c'est pas parce qu'il y a une grosse diversité de chauves-souris? Donc, j'ai récupéré toute la diversité de chauves-souris qu'il peut y avoir dans un pays, de coronavirus. Et alors, il faut qu'on contrôle un peu toutes les variables confondantes, tout ça, c'est un peu sioux, quoi. Donc, on n'est pas sûr du tout des résultats. Mais l'idée, ce serait que finalement, quand on a une grosse diversité en chauve-souris, finalement, la mortalité, elle est plus faible. Parce qu'on est protégé par l'exposition à une diversité de coronavirus. Donc, la biodiversité peut aussi nous protéger, quoi. C'est pas encore prouvé, hein. C'est une hypothèse qu'on doit tester, hein. Super, merci beaucoup. On retiendra en conclusion favoriser la tolérance plutôt que la résistance. Voilà, tout à fait. Belle conclusion. Un grand merci Serge d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à tous les participants d'avoir été présents, d'avoir posé vos questions. Alors pour aller plus loin, vous pourrez pour aller plus loin sur le sujet santé, biodiversité, vous pourrez lire les ouvrages de Serge Morand. Il y a des ouvrages grand public passionnants, dont Notre santé et la biodiversité, qui est vraiment intéressant sur ce sujet. Et voilà. Et pour les Lyonnais, le café associatif du Simone va bientôt rouvrir ses portes cet été. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Et félicitations pour votre activité, pour ce que vous faites. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment important parce que ça veut dire vraiment que je trouve qu'il y a un changement complet. La nouvelle génération, je suis admiratif de tout ce que vous faites. Bravo. Merci à vous pour tout votre travail passionnant. Merci à vous pour le temps depuis la journée et pour votre temps. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.